J'ai 3 réponses du coup, comme ça je les donne et puis après je réponds à vos questions de maintenant. La première, c'est des gens avec qui vous êtes en interaction régulière. La deuxième, c'est des gens qui vous connaissent bien, même si vous n'êtes pas en interaction régulière. Et la troisième, c'est des gens importants pour votre avenir. Donc ça sont les personnes qui peuvent vous dire que vous êtes un bon CEO. En tous les cas, qui peuvent vous donner du feedback. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Marshall Goldsmith. C'est-à-dire dans le monde de l'executive coaching, il y a, pour faire simple, 50 000 écoles. Il y a un type un peu intéressant. Marshall Goldsmith, c'est un Américain très, très rigolo. Rien que pour l'écouter, c'est super sympa d'écouter. Je vous allez voir sur YouTube, il met tout en plus en liberté. Il a travaillé d'ailleurs avec un ancien de chez vous, Hubert Joly. Et Hubert qui commence à avoir une carrière maintenant influente. Et d'ailleurs lui-même se reconvertit en executive coach avec Hortense. Donc c'est intéressant parce que Hubert Joly, d'ailleurs, il a eu une trajectoire où il a appris justement la notion de feedback au fur et à mesure. Et c'est avec Marshall qu'il a fait. Il y a un autre Marshall Rosenberg, d'ailleurs, je rebondis, je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'est Damien. Dans la vie, on a le choix entre être heureux ou avoir raison. Et en fait, le point de départ de Marshall, c'est ça. C'est de dire, le vrai problème, alors c'est pas trop qu'on a toujours raison, c'est qu'on veut toujours gagner, même quand on a tort. Hein, vous rentrez chez vous, il y a votre femme qui vous dit, ou votre époux, ou votre partenaire de vie, j'ai une journée difficile. Attends, tu as eu une journée difficile, je vais t'expliquer ce que c'est une journée difficile. Même dans la misère, on veut gagner, si vous voulez. Donc à partir de là, le problème du dirigeant souvent, c'est qu'il veut toujours ajouter des sous à la musique. On veut avoir raison, on veut être le smartest in the room. Et donc ça a comme conséquence que ce besoin, vous voyez, de toujours avoir raison. Si j'ai une de mes collaboratrices qui vient avec une idée, quel va être mon réflexe? Ajouter de la valeur, tout le temps. Du coup, son idée devient mon idée. Et ce que j'ai gagné peut-être en ayant ajouté un tout petit peu, les 2% que j'ai ajoutés, j'ai perdu 80% de motivation, c'est plus son idée. Donc en fait, la vraie problématique, et c'est ce que fait Goldsmith, mais c'est aussi, moi c'est une chance, hein, c'était pas un choix de faire ça en fait. J'ai passé ma vie à accompagner des gens qui marchent très bien. Donc 95% de ce qu'on appelle du coaching, c'est essayer de régler des problèmes chez des gens. Et moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai travaillé avec des gens qui vont bien. Mais le coaching des gens qui vont bien, c'est tout aussi compliqué. Parce que vous devez travailler sur des choses qui ne sont pas évidentes. Comment vous devenez dirigeant? D'abord parce que vous êtes capable de prendre du feedback. Ceux qui sont devenus dirigeants, c'est ceux qui étaient mieux capables que les autres de prendre du feedback et de progresser avec ça. Mais par contre, plus vous montez, d'abord, plus vos problèmes sont comportementaux, pas techniques, ça vous l'avez tous dit à peu près. Mais deuxièmement aussi, plus vos cercles de feedback sont pollués. Et donc la vraie difficulté, et puis troisième phénomène, ça c'est très important, c'est que mes ordres, en fait même mes suggestions sont des ordres. C'est-à-dire que même si j'ai juste envie de donner une idée, non, ça va être pris comme un ordre. Et donc, en réalité, cette pollution progressive qu'on a, c'est très difficile du coup de restaurer des mécanismes de feedback. Et c'est pour ça que je vous dis, qui peut vous donner du feedback? Alors, ceux avec qui vous êtes en interaction permanente, ceux-là, c'est important. Même s'ils ne font pas partie du cercle de confiance, du machin, des confidents, tout ce qu'on veut. Mais posez-vous la question. Et comme dit Goldsmith, il dit, moi, je ne suis pas dans le time spending business. Comme coach, il dit, je suis in the getting better business. Il est connu parce qu'il a fait le coaching de Alan Mulally pour 280 000 $, quand même, et ils ont passé 8 heures ensemble en tout. C'est pas énorme. Donc lui, en ratio, là, pour le coup, le ratio est pas mal en KPI. Hein, là, mais bon, quand on est Alan Mulally, il n'y a pas regretté. D'ailleurs, il continue de dire que Marshall était génial. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il l'a fait travailler de lui-même sur lui-même. Il lui a juste fait accepter l'idée qu'il allait poser des questions. Et quelle réponse il doit donner à ce qu'on lui dit? Il n'y a qu'une réponse possible. Merci. Alors pas parce qu'il est bouddhiste. C'est pas le merci du style namasté, c'est génial, merci, une idée est un cadeau. Non, c'est la boîte de chocolat merdique que vous ramène tous les Noëls votre oncle stupide. Qu'est-ce que vous lui dites? T'es qu'un con, tu me ramènes toujours la même boîte de chocolat qui vaut rien. Non, vous lui dites merci, et après vous la foutez à la poubelle. Et de la même manière, la seule réponse que doit pouvoir donner un dirigeant quand il sollicite un feedback doit être merci. Parce que c'est d'ailleurs pas ce qui arrive. Et moi, dans mes gestions de succession de CEO, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire parce que c'est compliqué un peu ces gestions de succession. Vous en avez parlé, il y a plein de raisons, il y a plein de mécanismes à l'œuvre. Alors souvent, plus ils partent tôt, plus alors ils ont des principes géniaux. Et ça va être non, mais pas de problème, moi je partirai avant, etc. Vous savez, je vis dans une boîte, Mazars, où Robert Mazars est parti en une demi-journée en 1983 parce qu'il avait 63 ans et qu'il a dit voilà, le mandat de président, j'ai dit que ce serait jusqu'à 65 ans, c'est un mandat de 3 ans, donc je ne me représente pas. Et là, tout le monde a pris peur. En disant, merde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se revendre aux Américains. Il a dit non. Cette boîte, je vous la donne pour rien. Même pas la valeur nette comptable. Il dit, c'est à vous. 2, choisissez qui va vous diriger. Il dit, moi j'ai ma petite idée, mais je ne vais pas vous dire.
Et vous allez les lire. Et cet après-midi, je vais avec lui chez le banquier. Alors, lui, parce que malheureusement, à l'époque, il y avait que des hommes. Et je vais aller chez le banquier en disant que maintenant, il ne m'emmerde plus, c'est lui qui signe. Alors du coup, on vit, nous, chez Mazars, sur deux idées. On est là pour transmettre aux générations suivantes une boîte en meilleur état, mais elle ne nous appartient pas, parce qu'on nous l'a donnée pour rien. Il n'y a pas de raison qu'on fasse du goodwill. Donc chez nous, pas de goodwill. Intéressant, c'est des partnerships comme Egon Zehnder, c'est-à-dire des vrais partnerships. Par contre, deuxième chose, on vit aussi dans le mythe du dirigeant qui, un jour, du jour au lendemain, est parti. Ouais, ils étaient 40. Hein. Quand vous êtes 26 000, c'est plus compliqué déjà. Hein. Et puis alors, l'autre point, quel point plus intéressant? Ça pose le rôle de comment je me fais accompagner, parce que vous ne pouvez pas en parler en interne. Vous ne pouvez pas trop en parler en externe, surtout quand c'est une boîte de conseil, et en gros que la place observe, ah bon, mais il va être remplacé par qui, Patrick de Cambourg? Alors là, donc du coup, moi, il me recrute à ce moment-là pour ça, en disant, écoute, je ne peux pas parler dehors, je ne peux pas parler dedans, je vais t'embaucher pour ça. Et en fait, forcément, du coup, attention, je ne peux pas devenir il cortigiano, j'aime bien l'italien, tout, c'est très bien, mais ce n'est pas un job de courtisan, là. Mais à l'inverse, je n'ai pas beaucoup d'îles non plus. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de faire, c'est faire qu'il pose des bonnes questions, qu'il s'interroge. Et surtout, ce que je sais, c'est qu'il a raconté l'histoire de Robert Mazars pendant des années, mais au moment où lui va devoir partir, là, il y aura le petit loquet, où d'ailleurs, plus on s'approchera plutôt du moment où il faut partir, plus c'est compliqué. Et donc, ce travail, en fait, des DRH par rapport à ça, n'est pas de donner du conseil, n'est pas de soi-même être le coach, en fait. C'est qu'il faut aller vers cette idée que la personne doit dire « je veux solliciter du feedback ». Et je vais honnêtement accepter le feedback qu'on me donnera. Après, je choisirai ce que j'en fais. Peut-être que je vais travailler sur rien de ce qu'on me dit, peut-être que je vais choisir un point sur lequel je bosse. Et à partir de là, mon rôle devient, OK, si tu choisis par exemple de mieux déléguer, là on peut discuter de comment on peut mieux déléguer. Et là, le rôle devient beaucoup plus un rôle d'accompagnement. Disons, une fois que le choix est fait, de ce sur quoi je veux bosser. Mais il y a une règle absolue, d'abord ne coachez pas les incoachables, ça c'est une règle... Mais alors, quand on en fait un métier, évidemment, c'est compliqué, parce que merde, il faut vivre, et donc forcément, bon. Mais d'une façon générale, quand vous avez le choix comme moi de dire, fuck, j'ai un autre métier, je ne vis pas de ça, vous emmerdez pas. Hein. Mais de la même manière, les dirigeants en question, le truc qui est vraiment important, c'est de les amener à faire ça. Et dernier point, vous devez encore plus les amener à faire ça quand, pour eux, après, ils arrêtent leur vie exécutive. Et vous voyez, moi, mon père est mort à 61 ans, c'est-à-dire 3 mois après qu'il a arrêté de bosser. Il n'était pas du tout dirigeant. Hein. On lui faisait croire qu'il s'occupait d'un service informatique d'un hôpital psychiatrique. Mais en fait, le fond, c'est quoi? C'est que sa vie, c'était son boulot. Et nous, on est dans des générations où c'est ça. Sauf que nous, si on déconne pas trop, on peut vivre encore facilement, bien intellectuellement, physiquement et tout, allez, 25 ans, 30 ans, que sais-je. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, tout le problème, c'est que ça ne s'invente pas à 64 ans,5. C'est quand vous avez 50 ans, vous êtes dans la force de l'âge, que vous avez les moyens d'aider des autres, par exemple. Que là, vous devez commencer à construire ce que vous ferez après. Travailler, avoir un portefeuille d'activités, pas être centré sur une activité. Ça, personne ne l'a dit ce soir, mais un des gros problèmes des dirigeants, c'est qu'ils sont monotâches, ils sont monoboîtes, ils sont mono-idées, c'est des obsessionnels. À juste titre. Donc, en fait, tout le problème, c'est de comment... Bah, justement, c'est pour ça que je lui dis, mais ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le portefeuille. C'est-à-dire faire, et d'ailleurs, accessoirement, quand on le fait pour soi, on commence à l'accepter. Et dans le Future of Work, le prochain rendez-vous d'HEC, ça, c'est une idée, hein. Le Future of Work, moi je viens d'enlever des contrats chez Mazars, la clause d'exclusivité de travailler pour Mazars. Ça fait bizarre hein, dans un cabinet comme Mazars. Mais moi je veux que les gens aujourd'hui disent, bah, si j'ai envie d'avoir un autre métier à côté, ok, be my guest. Mais pour ça, il faut que le dirigeant lui-même ait ces raisonnements-là, cette façon-là d'être. Et vous voyez, donc tout l'accompagnement, ou la réponse à cette question, c'est quoi un bon CEO? D'abord, aujourd'hui et demain, c'est pas le même. Deuxièmement, j'en sais rien, et je refuse toujours de répondre à ça. Je vais peut-être finir, moi, par un truc qui est important pour moi, c'est toujours un HEC qui dirige Mazars. Robert Mazars était HEC, Hervé Elias était un HEC, peut-être d'ailleurs collègue de certains d'entre vous dans les promos. Vous voyez, Hervé, le travail que j'ai dû faire avec lui, c'est pas du tout de lui dire qu'il était un bon... Enfin si, c'était de lui dire qu'il était un bon CEO. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il se demandait, et il se dit, mais est-ce que je serai un bon CEO? Et la vraie question, en fait, quand on travaille sur les successions, c'est pas est-ce que tu es un bon CEO, c'est est-ce que tu seras un bon CEO? Ou encore mieux, c'est est-ce que je serai un bon CEO? Et là, on commence à travailler ensemble, en fait. Et c'est là que ça se joue, vous voyez? Donc, pour moi, l'élément essentiel, c'est de faire en sorte que le CEO se pose cette question, c'est déjà pas évident, et qu'après, vous ne soyez pas là comme une sorte de gourou qui va lui dire je vais faire comme si je n'avais pas la réponse, mais en fait, tout mon propos va être de t'éduquer et de te donner une réponse pour t'attacher. Non, il faut vraiment que la personne travaille. Et encore une fois, les gens qui peuvent le mieux répondre à ça, je vous répète, pour ancrer l'idée, les gens avec qui vous avez une interaction très fréquente, encore une fois, pas forcément ceux que vous voulez entendre,
Ceux qui, par contre, vous connaissent bien, y compris dans votre famille, parce que quand vous avez un petit malheur, un petit truc, etc., le soir, vous le racontez à qui? À ces gens proches. Donc, ils ne vous fréquentent pas tous les jours, mais ils sont le réceptacle de vos émotions, etc. Donc, ils sont capables de vous analyser et sur la durée. Et puis, troisième temps, ceux qui sont importants pour l'avenir aussi, pas seulement d'aujourd'hui.